Hey, les colons, ils l'ont pas eu facile. Hey, je crée bien. Ils ont été obligés de traverser des savanes. Trouver à se loger, À se nourrir. à défricher. Cultiver. Mais ils ont quand même réussi à passer au travers. Je me demande par quel miracle. Miracle. T'es sûr qu'il était là, ton bon Dieu? Il n'y avait même pas de maison. Ils ont quand même réussi à avoir des chapelles. Oui. Fait que leur prière est entendue, puis c'est pour ça qu'ils ont survécu. Je pense pas qu'ils ont tous survécu. Peux-tu me dire qu'il y en a qui sont morts en chemin? Il y en a sûrement qui ont dû y laisser leur peau. Ils mouraient là. Ben oui. Mais ils pouvaient pas mourir. Il y avait pas de cimetière. Dès les débuts de la colonisation des Bois-Francs, à partir de 1825, mais surtout à partir de 1830, on voit apparaître ici et là des îlots de peuplement. Mais c'est important de le souligner, il y a 1000 difficultés qui attendent les premiers colons qui viennent s'installer. Il faut d'abord franchir les marécages et les savanes, ce qui n'est pas rien. Il faut ensuite se loger, se nourrir, défricher et finalement ensemencer avant de connaître un petit début d'autonomie. On peut dire que finalement, leur grand défi, c'est de survivre à tout ça. Et justement, ils vont pas tous survivre, parce que la mort frappe dans les Bois-Francs comme partout ailleurs. On se retrouve donc avec une population qui a été élevée dans la foi catholique, qui doit faire face à un tout dernier défi. Aller dans l'au-delà sans les secours de la religion. Parce que dans les Bois-Francs, il n'y a ni église, ni chapelle, ni cimetière, rien de tout ça pour nous aider à rencontrer le Créateur. Pourtant, ce sont là des gens qui sont très attachés aux rites qui sont reliés à la mort, comme par exemple des funérailles dans une église catholique, comme par exemple une inhumation en terre consacrée. Comme il n'y a rien de ça qui est accessible dans la région des Bois-Francs, ils vont faire pour le mieux. Coudon, quand il mourait, là, il devait bien avoir une messe, une funéraille, quelque chose. Il faisait ce qu'il pouvait, ma pauvre Constance. Peut-être, mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur mort? Il devait les enterrer dans le bois ou ailleurs. Ailleurs? Dans les vieilles paroisses, là, sur le bord du fleuve. Voyons donc, ça se peut quasiment pas. Ils pouvaient pas retourner se faire enterrer sur le bord du fleuve. Pour ça, il aurait fallu qu'ils transportent leur mort dans la savane. Mais sinon, ils devaient se faire enterrer ici, dans les Bois-Francs, en plein bois. En plein bois? Sans même une petite messe. Sans même la bénédiction d'un prêtre? Oh, ma pauvre grand-mère, elle serait virée dans sa tombe. Le premier choix des premiers habitants des Bois-Francs, c'est bien sûr d'aller enterrer leurs morts dans les cimetières de leur vieille paroisse au bord du fleuve. Mais comme il n'y a pas de chemin pour s'y rendre, ça implique qu'il va falloir traverser les savanes, les marécages, ce qui est toute une entreprise. La plupart vont renoncer. Mais il y a quelques zélés qui vont tenter l'aventure. On connaît par exemple le cas de Charles Léon, le fondateur de Saint-Louis de Blandford. En 1828, il va voir son jeune frère Georges mourir de pleurésie. Comme il n'est pas du tout intéressé à l'inhumer comme ça au milieu des bois, au milieu de nulle part, il va tout simplement prendre le corps, il va l'installer dans un canot, et là, par la rivière Bécancour, il va le transporter jusqu'au village de Bécancour avec tous les portages que ça suppose. Et là, il va pouvoir assurer à son jeune frère une sépulture en bonne et due forme. Charles-Édouard Mayotte nous raconte l'affaire. Que faire? Allait-on inhumer ce jeune homme au milieu des bois? Non, jamais, disait Charles Léon. Je n'inhumerai mon frère ici sans secours religieux. Il met le cadavre de son frère dans un cercueil qu'il embarque dans un canot. Après des peines infinies, il arrivait enfin avec son triste fardeau à sa paroisse natale, où il fit inhumer les restes de son jeune frère. C'est le cas aussi de Jean-Baptiste Ouellette du canton d'Arthabasca. Au printemps de 1839, sa femme décède, lui laissant sur les bras 3 jeunes enfants. Notre pauvre Jean-Baptiste y est bien mal pris. Que va-t-il faire? Il va tout simplement confier ses enfants à un voisin et il va prendre le corps de sa femme pour le transporter jusqu'au village de Gentilly où il va la faire inhumer chrétiennement.
Il sera de retour seulement 1 mois plus tard chez lui dans le canton d'Arthabasca. Mais attention, avant de revenir, il a bien pris soin de se remarier. La plupart des habitants vont se résigner à enterrer leurs morts comme ça au milieu des bois sans cérémonie. Un signe de croix, une prière, tout ça va faire office de funérailles. Et on va tout simplement attendre la visite du missionnaire de passage qui va venir bénir la fosse. Les cadavres étaient déposés en terre. On y faisait certaines prières en attendant que le prêtre fît la bénédiction de la fosse au jour de mission. Comme on cherchait à regrouper les corps, ça impliquait que de temps en temps, il fallait les transporter au milieu des bois. C'était toute une affaire. On m'a raconté le transport douloureux d'un cercueil à bras d'homme d'une distance d'au-delà de 3 lieues à travers la forêt épaisse. Il fallait sauter d'une racine à l'autre. En tout cas, se faire enterrer sur le bord du fleuve ou en plein bois ici, c'est quand même finir ses jours entre 4 planches. Pas certaine de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Hey, pauvre toi, dans ce temps-là, dans les bois francs, là, il y avait même pas de planche, même pas de clous. Pas de planches, pas de clous. Ça devait être compliqué de les enterrer. Ben, il devait sûrement avoir une manière, quelque chose. Là. Ouais, mais laquelle? En plus, avec un cercueil pas cloué, j'aurais pas que mon mari se sauve de là. Hein? Dis pas ça! Mais non, inquiète-toi pas. Ouais. M'en va d'être muette. Comme une tombe. T'es folle! Au début de la colonisation des Bois-Francs, quand la mort survenait, la première difficulté qui se présentait, c'était celle de la fabrication d'un cercueil. Comme on n'avait ni clous ni planches, il fallait évidemment faire avec les moyens du bord. Charles-Édouard Mayotte nous raconte. S'agissait-il de faire un cercueil pour ensevelir un prêtre, un voisin, un ami? On abattait un gros arbre, un pin, que l'on équarrissait pour en faire une grande auge, que l'on mettait le plus mince possible, afin que l'on pût la transporter. On faisait le couvercle de ce cercueil avec des morceaux de bois blanc fendus que l'on assujettissait avec des chevilles. On n'avait pas de clous. Comme on voulait bien faire, on cherchait au moins à enterrer le défunt enveloppé dans une pièce de tissu, un linceul. C'était là une autre situation problématique. Voilà bien le cercueil fait, mais il faut un linceul. Le linge est rare, on n'a même pas de drap de lit, pas de nappe, aucun morceau d'étoffe dont on peut disposer. Que faire? On se procure un peu de paille de sarrasin dans laquelle on dépose les restes mortels. Certains, plus débrouillards que d'autres, avaient trouvé une façon toute particulière de fabriquer un cercueil, une façon qui ne nécessitait ni planche ni clous. Autre manière de fabriquer des cercueils, au dire des anciens, on coupait, de la longueur voulue, le tronc d'un gros arbre creux. On y introduisait le mort au moyen d'une corde passée à son cou et on l'enfouissait dans la terre. La seule pensée d'un tel enterrement attire les larmes. Quel chagrin! Quelle douleur pour les parents et les amis qui en furent les spectateurs. Il y a un triste constat qui s'impose, celui de l'importance de la mortalité infantile au début de la colonisation. Prenons par exemple le cas du tout premier cimetière dans le canton d'Arthabasca, qui était situé où on retrouve aujourd'hui le réservoir Baudet. Ce cimetière-là a servi de dernière demeure à 23 personnes, dont 15 enfants, soit 65% des défunts. Pour les colons, la terre, c'était important. Alors, pour eux autres, enterrer leur enfant, mettre leur enfant, déposer leur enfant en terre, c'était vraiment en considérant que la terre, c'est un lieu, on pourrait dire, c'est une terre nourricière. Ils sont venus ici parce qu'ils croyaient que la terre leur permettrait de vivre, de survivre. Et le rite funéraire consistait à déposer leur enfant ou leur proche dans un milieu où il y avait de la vie possible qui pouvait se continuer. C'est ça qu'on peut voir comme rite funéraire qu'il y avait avant d'avoir les cimetières. Et en plus, il n'y avait pas de missionnaire qui était disponible comme tel. À Plessisville, en 1840, c'est encore à un enfant que va revenir le triste privilège d'inaugurer le cimetière. Le 10 juin 1840 fut fixé par M. Larue la place d'une chapelle près des bords de la rivière Blanche, et le 12 juin 1840 fut béni le premier cimetière. Le même jour,
un enfant du nom de Joseph Grondin eut le privilège non envié d'y être enterré le premier. C'est donc bien effrayant de voir autant de petits-enfants mourir de même. Hey, ça devait être bien éprouvant pour les familles. Je comprends donc. Mais ils se revirait de base, ça prenait pas boutinette. C'était pas trop long qu'il y avait déjà un autre petit pain au four. N'empêche que ça faisait des cimetières avec ben trop d'enfants. Mais ces cimetières-là, ils existent encore? Ben, sais-tu... Ça, je le sais pas. Hein? Dans les Bois-Francs, quand une nouvelle paroisse apparaissait en bonne et due forme, une paroisse avec une église, un presbytère et un cimetière, on convenait qu'il était temps de fermer les premiers cimetières de fortune. Et ça impliquait qu'il fallait en retirer les ossements pour aller les inhumer dans le nouveau cimetière paroissial. C'est le cas, par exemple, du tout premier cimetière du canton d'Arthabasca, dont on sait qu'il était situé au réservoir Baudet. En 1854, les autorités religieuses ont décrété qu'on allait le fermer, c'est-à-dire qu'on allait prendre les dépouilles des défunts pour aller les enterrer au cimetière Saint-Christophe d'Arthabasca. C'est à l'abbé Philippe-Hippolyte Suzard, notre fameux curé Suzard, qu'est revenu le triste privilège de présider à cette lugubre cérémonie. Son rapport est très éloquent. Il fut facile de reconnaître le cadavre de Laurent Raymond par la désignation que l'on me donna de son cercueil. C'était tout simplement une auge de bois blanc dont on s'était servi pour recueillir l'eau d'érable. On reconnut également le cadavre de Pierre Cloutier par la paille de sarrasin dont on l'avait enveloppé et que l'on trouva presque dans toute sa fraîcheur. Tous les ossements que l'on avait trouvés dans ce petit cimetière furent placés dans un seul cercueil et déposés dans le cimetière paroissial. Une autre situation problématique va se présenter à Stanford ou Princeville au printemps de 1840. C'est qu'on avait aménagé un premier cimetière de fortune sur le bord de la rivière Bulstrode, sur le lot du fondateur Édouard Leclerc, qui se trouve aujourd'hui dans le 12e rang. C'est qu'au printemps, donc, la rivière va déborder, ce qui va entraîner des ravages terribles dans le petit cimetière. Dans le printemps de l'année 1840, les eaux de la rivière Nicolet s'élevèrent à une très grande hauteur, et les glaces, charroyant quantité de corps morts, brisèrent 3 côtés de la clôture de ce premier cimetière de Stanford, en rongèrent entièrement la terre et emportèrent les cercueils des personnes inhumées dans ce petit coin de terre, sans qu'on eût jamais pu les retrouver. Il y a une histoire assez abracadabrante qui va survenir dans le cimetière qui avait été installé dans le rang entre les 2 bras, sur un terrain qui était situé juste en face du cégep actuel. C'est qu'en 1852, les autorités religieuses vont décréter la fermeture du cimetière. On va même mandater une 12aine d'hommes pour y aller, retirer les dépouilles, pour aller finalement les enterrer de façon définitive au nouveau cimetière de la paroisse Saint-Christophe d'Arthabasca. Alors, les 12 hommes se présentent donc pour constater qu'à l'entrée du cimetière, il y a une femme qui les attend. Mais elle est armée d'un fusil. Elle va bien leur faire comprendre qu'elle a l'intention de faire feu sur eux s'ils ont l'intention d'avancer. Les pauvres hommes vont rentrer bredouilles. En fait, c'est que Lalie Boisvert ne veut pas qu'on vienne troubler le repos éternel de son premier mari qui est enterré dans ce cimetière. Les hommes vont revenir, mais seulement 20 ans plus tard, et ce coup-là, ça va être pour retirer les dépouilles, mais aller les enterrer au cimetière de la paroisse Sainte-Victoire de Victoriaville. Un autre cas bien particulier, c'est celui de l'abbé Charles-Édouard Bélanger, qui était le missionnaire résident à Somerset ou Plessisville. On sait qu'en 1845, l'abbé Bélanger va mourir de façon tragique en essayant de traverser la savane de Stanford. Comme les gens de Somerset voulaient l'honorer, ils vont chercher à l'enterrer dans l'église, comme ça se faisait à l'époque. Mais tout ce qu'on a, c'est une misérable petite chapelle en bois. On va donc se résigner à l'enterrer dans le cimetière paroissial. Mais voilà que quelques années plus tard, la petite chapelle en bois est remplacée par une belle église en pierre.
On va donc retirer la dépouille de l'abbé Bélanger du cimetière paroissial pour aller l'enterrer en grande pompe dans l'église. Mais là, un grand malheur va frapper. La belle église en pierre va être complètement détruite par un incendie, de telle sorte que les gens vont devoir retirer la dépouille de l'abbé Bélanger pour aller l'enterrer de façon définitive, une troisième fois, dans le cimetière paroissial. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il aurait pu être enterré une quatrième fois. Pourquoi? Parce qu'à Stanford, Princeville, les gens vont entreprendre des démarches pour que la dépouille de l'abbé Bélanger soit retirée du cimetière de Somerset pour être enterrée au cimetière de Stanford, où on aurait enfin une personnalité. Mais les gens de Somerset vont tenir leur bout, et la dépouille de l'abbé Bélanger va reposer de façon définitive au cimetière paroissial à Somerset. Que l'abbé Bélanger repose en paix. Il l'a bien mérité. Voyons donc, Artémise, il déménageait des corps morts pour les envoyer dans un autre cimetière. Ah oui, c'est triste. En plus de pas avoir de cérémonie, Ni de prêtre pour leur dernier repos. ni de cercueil pour mourir dignement. Imagine la peine que ces familles-là ont dû ressentir quand ils les ont déterrés. Justement, j'ose pas m'imaginer, tellement que je trouve ça épouvantable. Ça montre en plus là, que nos pauvres premiers colons, là, ils étaient tout seuls au monde. Ouais. Mais il aurait fallu qu'il y ait plus de monde qui vienne ici. Mais pour ça, ça aurait pris des chemins. Mais des chemins, y en avait-tu? Ça, je pense pas. Ça, va falloir qu'on s'en parle! On va se revoir, mon chum. C'est comme rien. On va toujours chercher à comprendre ce qu'on est sans trop savoir ce qu'on était. La mèche courte puis la mémoire tranquille. Mais toujours le cœur sur la main, peu importe l'orage. Peu importe le chemin. Le patois dans le tapis, le joual entre deux chaises. La peur pas très loin dans une chaloupe en train de se tâter de l'audace. Travailleuse, acharnée, cueilleur de rêves puis d'épinettes. La chaise qui berce au coin de la fenêtre trop souvent comme parure. Grand-mère est plus là. Grand-mère est partie. Grand-mère s'endort dans un lit qui est pas le sien. On s'est trompé, mon chum. On s'est tellement trompé. Mais on se retrousse les manches. On se regarde dans le miroir, on se dit tout haut ce qu'on s'est trop dit tout bas. On s'appelle Léo, Joanne, Réal, Mélanie. On s'appelle Susanna, Marc, Diego, Sergueï, Suzy. On regarde du même bord du quai quand le soleil se couche. Les couleurs changent, mais pas les yeux. On est fait de la même trempe, du même patelin universel. C'est pas d'où t'arrives qui compte, c'est d'où tu pars. Pourquoi on se refait pas une beauté, mon chum? En mettant le territoire de l'avant, en faisant la terre notre priorité, puis la candeur au centre de nos intentions. C'est-tu si grave que ça, fucker le chien avec le progrès? Souffler un peu dans le sens du vent? Pourquoi on se regarde pas avec nos yeux de forêt puis nos cœurs de fleuve? On va se revoir, mon chum. On va tellement se revoir. Ouvre la porte de la shed. On va se faire ça à bonne franquette, dans le rouge de nos veines, dans le multicolore de nos peaux de couleuvre. Fais peut-être juste commencer.
ça fait peut-être juste recommencer. On va se revoir, mon chum. C'est comme rien. C'est comme les étoiles qui partent jamais. Faut juste réapprendre à regarder en haut, à lever la tête une fois de temps en temps. Il y a d'autres histoires à raconter, d'autres roches à soulever, d'autres montagnes à gravir, d'autres beaux mots à se dire. Entends-tu les courir? Entends-tu le merle bleu de l'Est s'égosiller au loin? Entends-tu les kids s'amuser à nouveau dans le parc? Vois-tu le bébé renard traverser le chemin en pleine nuit? C'est pas une pause qu'on vit, mon chum. C'est juste la vie qui nous donne un sursis. Ramasse les œufs. Fais du pain. Fais du bien. Serrons-nous d'un bras, mon chum. Ne disons rien. Tout a été dit. Ne disons rien. Tout a été dit. Tout a été dit. Tout a été dit. Continuons. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver, des gens qui vivent la même situation que nous.
c'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma protège, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! Ici, à la télévision communautaire, mon implication à TV-CBF date, de 36 ans. À part notre travail, on fait toutes sortes de choses qu'on fait pour notre plaisir. Alors pourquoi pas, si on peut en faire quelques-unes qui ont une utilité. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. Mon nom est André Pelchat et je suis bénévole.